Mesdames, Messieurs, bonsoir. 57 jours depuis l'entrée en vigueur de l'état d'urgence dans notre pays. Effet direct et logique de ce confinement, au Maroc, comme partout ailleurs, la consommation d'Internet a explosé, plus de 50% sur le data mobile, selon un rapport du cabinet Attijari Global Research. Les télécoms, au même titre que les denrées alimentaires, se sont avérées donc de première nécessité pendant cette période inédite. La crise sanitaire aura également démontré qu'une digitalisation s'imposait dans le secteur public comme privé. Et des e-projets sont d'ailleurs ressortis des tiroirs. La fin, ou dans ce cas, l'urgence, justifie les moyens. Et pour revenir à l'étude, les analystes estiment que cette dynamique de croissance du secteur télécom devrait se poursuivre dans l'après-crise. Comment? Quelle perspective marocaine du big data post-Covid-19? Réponse en compagnie de notre premier invité, l'expert IT et télécom, Khalid Ziani. À l'opposé du secteur des télécoms, celui des métiers de bouche est dans la tourmente. Les professionnels de par le monde appellent au secours. Et cette photo que vous allez voir sur votre écran résume très bien la situation. Elle date de la semaine dernière. Ce sont les vestes blanches de chefs cuisiniers bruxellois déposées sur la grande place de la capitale belge pour rappeler à quel point le secteur des activités de l'hôtellerie, de la restauration et des cafés souffre à la suite des mesures de confinement. Au Maroc, le chiffre d'affaires de cette filière aurait plongé de moitié pour le moment, mettant à l'arrêt des millions d'emplois, et des entreprises ont déjà mis la clé sous la porte avec ce que cela entraîne en perte nette d'emplois, formels soient-ils ou informels. Nous dresserons donc le bilan en seconde partie de Questions Écho avec le représentant de la Confédération marocaine des métiers de bouche, Mohamed Abdelfdel, qui partagera aussi avec nous les pistes de relance, ou dirais-je de sauvetage. Restez avec nous. Alors, comment se porte le secteur des télécoms en chiffres en cette période de Covid-19? Hicham Rzouani nous en dit plus. C'est l'un des rares secteurs qui ne connaît pas la crise en ces temps de coronavirus. À l'heure où l'économie est à l'arrêt, le secteur des télécoms affiche des indicateurs au vert. En témoignent les résultats en hausse de l'opérateur historique au premier trimestre. Maroc Télécom a en effet réalisé un chiffre d'affaires de plus de 9,3 milliards de dirhams fin mars dernier, soit une croissance de 4% par rapport à la même période en 2019. Les deux autres opérateurs du marché, à savoir Inouï et Orange, restent encore discrets sur leurs chiffres, même si Orange se félicite d'une performance de son chiffre d'affaires de 6,2% réalisé dans la région Afrique et Moyen-Orient, qui inclut le Maroc. À l'heure du confinement et du télétravail, la consommation de data mobile connaît une ascension fulgurante. Chez Maroc Télécom, par exemple, elle est de 50%, boostant considérablement l'activité fixe Internet. Ce qui relance le débat entre opérateurs sur le partage des infrastructures pour mieux tirer profit des opportunités offertes par ce secteur vital. En tout cas, la bonne santé des télécoms était déjà annoncée dans un récent rapport d'Attijari Global Research sur les secteurs qui bénéficient d'une nouvelle dynamique de croissance du fait de la pandémie Covid-19. Et depuis Casablanca, nous joignons par Skype, puisqu'on parle télécom, Khalid Ziani, expert IT et télécom. Bonsoir Khalid Ziani. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement. Bonsoir et bienvenue à vous. Merci. Alors en mars dernier, Khalid Ziani, on pouvait lire sur les titres de presse le confinement mettra les opérateurs télécoms à rude épreuve. Alors finalement, 2 mois plus tard, ce stress test inédit, est-ce un échec ou une réussite pour les opérateurs? En tout cas, l'alerte avait suffisamment préparé les opérateurs télécoms pour qu'ils préparent leurs équipements à cette augmentation du trafic. Et donc, les opérateurs télécoms ont bénéficié de l'expérience italienne et française qui nous ont précédés dans la crise et qui ont connu cette saturation des réseaux. Et donc, ils ont pu préparer leurs dispositifs de réseau, augmenter les performances de ces dispositifs pour pallier à ces pics de sollicitation du réseau. Et heureusement, fort heureusement, nous avons réussi à passer cette crise, maintenant qu'on est proche de la fin.
malgré la sollicitation confirmée d'ailleurs dans les chiffres par les opérateurs télécoms de l'usage de ces réseaux. Et qu'est-ce qui a fait que les réseaux ont pu gérer justement ce pic de sollicitation comme vous l'évoquiez? En fait, sur les réseaux, vous avez des équipements sur lesquels vous pouvez faire varier l'augmentation du transit IP, par exemple pour l'Internet, vous pouvez les varier. Et ils ont été mis au maximum, ce qui a permis en fait de pallier aux pics. Et ce sont les pics qui peuvent faire effondrer le réseau s'ils durent trop longtemps. Et donc, ils ont adapté les réglages de ces équipements de manière à faire face aux pics de consommation des bandes passantes. Est-ce que c'est finalement sur un autre aspect de stress test, celui de la démocratisation de l'accès à Internet, pour vous, est-ce que aujourd'hui, après justement ces quasi 2 mois de confinement, on peut dire qu'on a marqué un point sur cette question de globaliser ou de démocratiser cet accès-là? Généraliser plutôt, au lieu de globaliser, pardon. La crise a été un révélateur de beaucoup de choses et elle a mis en relief des phénomènes qu'on sous-estimait. On sous-estimait par exemple l'adoption des téléphones par les Marocains. Et on s'aperçoit que la quasi-totalité des Marocains est équipée de téléphones. Donc, on peut raisonnablement baser nos politiques publiques et digitales sur l'usage de ces mobiles. Et la crise a été un formidable révélateur et accélérateur, puisque les différentes solutions qui ont été mises en œuvre ont toutes recouru aux solutions digitales et donc forcément aux télécoms. Alors, puisque vous parlez de l'utilisation du mobile, qu'en est-il du mobile money? Est-ce un boom pour cette période ou le contraire? Alors, cette période a révélé la nécessité de la généralisation du mobile money à l'ensemble de la population. Nous avons été confrontés lors de cette crise à la problématique de la distribution des aides. Et on s'est retrouvé avec des bases de données pas suffisamment renseignées, notamment les informations de contact vers ces populations. Le numéro de mobile, l'adresse mail étaient inexistantes et il a fallu, avec une grande célérité, renseigner ces informations. Donc la première problématique qu'a posée cette crise, c'est aux différentes administrations, c'est la connaissance de leurs usagers. En fait, on pensait connaître la population, on ne la connaissait pas et on ne la connaissait pas suffisamment d'une manière digitale. Et nous n'avions pas les moyens de l'adresser. Donc cette population qui est en très grande majorité non bancarisée n'avait pas de RIB pour recevoir les dotations et il a fallu imaginer des solutions par le mobile. Le mobile a servi d'abord à authentifier ces personnes, donc chaque personne a envoyé un SMS, donc il a recouru au télécom et au digital. On a croisé ce numéro de téléphone avec des bases pour pouvoir contrôler. On s'est aperçu que toutes les bases n'étaient pas tout à fait correctes. Donc on est parti sur la base de la confiance. Et ça, c'est le deuxième paradigme qu'a révélé cette crise. Nous avons changé de paradigme, ça veut dire que nous avons basé nos services sur le principe de la confiance dans les gens. Donc, pour adresser cette population, et notamment la population informelle, où on n'avait aucune base, aucune information, on a mis en œuvre des sites web avec des formulaires à remplir et on s'est basé sur leurs déclarations. Leurs déclarations ont fait foi et on leur a fait confiance pour évaluer leur situation sur des critères numériques et on leur a desservi les aides via un code unique sur leur mobile. Donc le mobile, on le retrouve un peu partout dans les solutions.
Et on Oui. s'aperçoit que finalement, c'est un outil qui nous a rendu beaucoup de services pendant cette crise. Imaginez qu'on n'ait pas pu aider ces 5,1 millions de personnes, euh, tout ça, non pas parce qu'on n'avait pas l'argent, mais parce qu'on ne pouvait pas les contacter et que les mettre en file indienne devant des administrations ou autres était un risque énorme compte tenu de la pandémie. Donc, ces outils-là nous ont un peu sauvé la mise. Nous avons pu distribuer ces aides à ces populations et ces populations ont pu les recevoir. Et le Alors, mobile a joué hmm. un très grand rôle. Alors, vous avez évoqué le concept de confiance. Est-ce que vous pensez que c'est une première brique pour enfin construire ce projet à long terme et pérenne de e-gov par rapport justement à cette déclaration sur l'honneur pour avoir, après bien sûr cette crise de Covid, accès à des documents administratifs par un clic? Tout à fait, tout à fait. C'est le principe qui est utilisé d'ailleurs dans les autres pays européens, américains et autres. C'est le principe de la confiance par défaut, en partant du principe que la majorité de la population est honnête. Et on ne va pas embêter cette population qui est honnête par des mesures qu'on prend pour traquer les malhonnêtes. Donc, ce principe-là est un changement de paradigme par l'administration marocaine. C'est une grande première. Du jour au lendemain, la légalisation, par exemple, qu'on faisait dans les muqatta'at, les copies certifiées conformes ont été complètement annulées. On est parti du principe que la signature sur un contrat suffisait. On a instauré la signature électronique, on a instauré un bureau d'ordre digital. On peut envoyer un mail à une administration, c'est considéré comme un courrier. On peut donc, du jour au lendemain, ce paradigme a ouvert des portes et a permis à cette administration de mieux servir le citoyen et à ce citoyen de ne pas avoir besoin de se déplacer avec des coûts de transport parfois très coûteux vers ces administrations. Ça, c'est un paradigme qu'on a hérité de cette crise et qu'il va falloir garder dans toute construction de système digital au Maroc. Et quand vous dites construction de système digital, cela inclut bien sûr des secteurs aussi vitaux que celui de la santé ou encore de l'éducation. Tout à fait. Dans le principe, la santé, par exemple, nous avons eu des actes de télémédecine Oui. où la consultation se faisait à distance. Dans aucun de nos textes, la télémédecine n'est prévue. L'ordonnance doit être signée originale et donnée pour se faire rembourser. Tout cela doit changer. Nous devons pouvoir introduire la télémédecine comme principe d'ordonnance. On doit pouvoir totalement dématérialiser ces actes, ces feuilles de soins qui nous permettent de se faire rembourser, qu'il faut remplir parfois au stylo et tamponner. Tout cela doit pouvoir être dématérialisé et il faut simplifier. Le principe, c'est simplifier la vie aux usagers et aux citoyens pour qu'ils puissent accéder à ces services. Merci beaucoup Khalid Ziani. En tout cas, on l'aura compris, il s'agit de confiance, d'accélération et ce shift est bel et bien entrepris pendant cette période. Merci encore une fois. Merci. Nous passons tout de suite à la seconde partie de Questions Éco. Les fédérations et associations des métiers de bouche, si le délai de confinement est prolongé au-delà du 20 mai, comme il a été annoncé, beaucoup de structures de restauration ne pourront plus rouvrir. Hicham Rzouani nous en dit plus. Les métiers de bouche ont été frappés de plein fouet dès le début de la pandémie Covid-19 au Maroc. La baisse d'activité est évaluée à près de 90% du chiffre d'affaires. Selon la commission mixte des métiers de bouche, l'arrêt total de toute activité menace sérieusement de nombreuses enseignes et pourrait aboutir à une fermeture définitive des plus fragiles.
Pour une sortie de crise, la Confédération marocaine des métiers de bouche propose l'exonération fiscale de la taxe professionnelle, des taxes d'enseigne et d'occupation du domaine public 2019 et 2020, le report des paiements pour l'IR et pour l'IS, ou encore l'extension de l'exonération de la TVA sans droit à la déduction des ventes et prestations de services effectuées par les fabricants et les prestataires dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égal à 500 000 dirhams. Les opérateurs proposent également une révision du dispositif de crédit d'Aman Oxygène pour plus de flexibilité et de clarté, avec un taux d'intérêt réduit à court terme de 0 à 2% et à moyen et long terme de 2 à 3%. Pour atténuer l'impact de la crise, les enseignes de restauration demandent l'autorisation d'assurer les livraisons, drive et ventes à emporter au lendemain de la fête de l'Aïd, comme c'est le cas pour les boulangeries et pâtisseries. Au Maroc, plus de 250 000 cafés et restaurants emploient près de 2 millions de salariés qui sont aujourd'hui en chômage technique. Et depuis Casablanca via Skype, le coordinateur de la Confédération marocaine des métiers de bouche. Bonsoir Mohamed Abdel Fadel. Bonsoir. On vient de l'entendre, 250 000 entreprises dans cette filière qui emploie quelques 2 millions de personnes. Comment sont-elles, ces entreprises, organisées? Déjà, si vous me permettez, je vous présente les métiers corporés dans la Confédération marocaine des métiers de bouche, sont les métiers de traiteur, métiers de café, restaurant et boulangerie-pâtisserie. Vous connaissez, après le constat que tout le monde connaît, à partir du 16 mars pour les cafés-restaurants, il y avait l'ordre d'arrêt d'activité, et pour les traiteurs, c'était un peu avant cette date-là. Maintenant, comment ça se présente les choses, c'est un peu difficile. Si vous connaissez, ces secteurs-là sont les plus touchés par cette crise Covid. Malheureusement, maintenant on est sur le 2e mois et je pense qu'on sera sur le 3e mois. On a sur ces 3 métiers, le seul qui marche à moitié capacité au moins, c'est les boulangeries-pâtisseries. Mais pour tout ce qui est traiteur, tout ce qui est café, restaurant, maintenant, ils sont à l'arrêt total d'activité, avec beaucoup de charges, avec beaucoup de problèmes. Je me sens qu'on entend toujours des professionnels. À chaque fois, on entend des gens qui ont maintenant la décision de fermer, de partir, qui sont Combien pourraient fermer à la fin de cet état d'urgence sanitaire? Combien d'établissements pourraient fermer définitivement leurs portes? Premièrement, je parle cas par cas, métier par métier. Oui. Par exemple, si on prend le métier de traiteur, aujourd'hui, avec la fermeture de l'espace aérien, c'est 0 événement, il n'y a pas de commande, il n'y a rien, tout événement est en arrêt, avec un manque de visibilité. C'est tout le secteur qui pourra partir en l'air. Ce qui est très grave pour ces gens-là, avec toutes leurs charges qu'ils ont, avec tout leur personnel, et la masse de ce secteur, par exemple, comme des cafés et restaurants, sont de toutes petites entreprises qui ne pourront pas survenir à tous leurs besoins. Le constat général de ce métier, comme le métier de café-restaurant, est que le compte courant ne peut plus assurer toutes ces charges qu'ils ont. Le nombre de traiteurs au Maroc, ça avoisine les 20 000 traiteurs au Maroc. Le nombre de cafés et restaurants au Maroc, par exemple, je vous donne les chiffres de Casablanca, des métiers de bouche, les professionnels ou les opérateurs dans les tout petits, les moyens et les grands détails, c'est dans les 30 000 opérateurs. C'est un chiffre énorme pour une ville de Casablanca, et c'est un chiffre qui avoisine les 200 000 sur tout le territoire marocain, avec une capacité d'embauche qui arrive, c'est plus qu'1,5 million d'une façon directe. Malheureusement, tous nos secteurs, jusqu'à l'instant, avec cette crise, ils sont en arrêt complet pour ces 2 secteurs, avec un manque de visibilité, avec beaucoup alourdi par beaucoup de charges,
tels que, par exemple, les loyers, tels que la fiscalité, tels que les charges personnelles des entrepreneurs du métier. Est-ce que ces doléances ont été présentées aux autorités de tutelle ou pas? Est-ce que vous avez émis une demande par rapport justement à ce secteur qui est lourdement affecté, comme on vient de l'entendre en chiffres en l'occurrence? Avez-vous communiqué avec l'État aujourd'hui? Oui, on a adressé aux présidences du gouvernement comme au comité de veille économique nos doléances et nos recommandations. Déjà, on leur a dit, voilà, avec le problème qu'on a maintenant, on a le problème de loyer, on a un problème de taxes qu'on doit payer, on a un problème de relance, on a pas mal de problèmes concernant la période du confinement et l'après-confinement. Sur le premier sujet, par exemple, on a présenté au comité de veille qu'on attend qu'il nous offre des mesures exceptionnelles pour ce temps exceptionnel de crise, pour faire de la sortie du confinement une nouvelle renaissance de tous ces opérateurs qui sont dans le métier. Par exemple, on a demandé l'allègement, parce que déjà cette crise, elle a révélé que l'impossibilité de continuer avec les taxes, le système fiscal qui alourdit fortement nos secteurs. Déjà, on a demandé la suppression de la taxe professionnelle pour cette année, pour la prochaine année, et ce sera la même mesure que normalement l'État donne toujours aux nouvelles entités, que ce soit dans nos métiers ou dans d'autres. C'est toujours, il y a une exonération de 5 ans. Pourquoi pas, avec cette renaissance de de nos entreprises, de nous donner aussi la même faveur. La même chose pour sauvegarder les postes de travail, on a demandé... Puisqu'on parle de postes de travail, justement, combien Oui. sont-ils? Est-ce qu'il y a un ratio d'emplois qui sont formels dans le secteur? Là, nos secteurs sont alourdis par l'informel. Déjà, on compte sur Casablanca, la moitié des opérateurs sont dans l'informel ou des non patentés. Ce sont des gens qui ont des fois, ils ont des autorisations, des fois non, mais ils ne sont pas patentés. Et automatiquement, ils sont des gens qui sont dans l'informel. Cette crise, elle a révélé beaucoup de problèmes dans ce problème-là. Très bien. Alors justement, je voudrais juste revenir sur cette question des solutions en attendant un déconfinement et justement une reprise surtout de l'activité de ces établissements, de restaurants ou cafés. Qu'en est-il des drives ou le service de livraison, par exemple? Pour le moment, ils sont à l'arrêt. Mais est-ce que du côté des professionnels, on s'est activé pour établir une charte des mesures sanitaires à respecter pour pouvoir relancer l'activité sur la base de ces mesures-là? Comme vous savez, nous, on a présenté cette semaine un guide pour l'accompagnement des entreprises, en général des restaurants, cafés qui peuvent commencer le système de livraison et du prêt à emporter. Avec un guide, plus ou moins c'est les mêmes actions qu'on a entamées au début de la crise avec les pâtisseries-boulangeries et que maintenant c'est devenu sont des lieux sûrs, c'est des lieux, il y avait aucun problème au niveau de la contagion pour les pâtisseries-boulangeries. Maintenant, on est là pour préparer même les restaurants, même les snacks, les fast-food, les drives, pour qu'ils assument pour qu'ils assurent les mêmes services avec une tranquillité. Ça, c'est le rôle de la fédération. Avec monsieur le président de la fédération, monsieur Si Mohamed Rahal Soulami, il est toujours avec un contact permanent avec les autorités centrales pour expliquer la problématique, pour préparer une nouvelle réouverture du service de la livraison. Très bien. On va juste peut-être terminer par une petite note d'espoir, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez
tenant compte, bien sûr, de la date toujours inconnue, on attend la déclaration du chef du gouvernement lundi 18 mai, qui va présenter le plan de déconfinement devant le Parlement. Mais en attendant, est-ce qu'il y a des espoirs pour sauver ne serait-ce que la fin de la saison estivale et justement de la rentrée ? Rapidement. Toujours, si on a de l'espoir, mais si nous accompagnent les autorités, si le gouvernement nous accompagne. Parmi nos recommandations, par exemple, on a demandé un allègement de tout ce qui est charges fiscales, un allègement des taxes, et on demande autre chose, c'est que si on fait un peu de benchmarking, on voit que des pays européens, ils ont ouvert l'espace public et le domaine public pour les utilisations de terrasses, pour que les opérateurs puissent travailler dans des lieux sûrs. C'est pourquoi pas, nous, on peut demander la même chose. Nos collectivités locales peuvent ouvrir l'exploitation du domaine public à tout restaurant, café et moins de restrictions. C'est déjà le cas pour certaines terrasses de café, c'est Abdel Fadel. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Le temps de l'émission est écoulé. Merci encore une fois à vous. Merci à nos téléspectateurs. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Je vous retrouve lundi à 21h pour un nouveau numéro. Et vous pouvez bien sûr toujours interagir avec nous via le hashtag Questions Écho. D'ici là, prenez bien soin de vous.